Tout de suite après la mort de mon mari, ma belle-mère a débarqué comme un faucon. Elle pensait que j'étais trop douce, trop facile à manipuler. Elle était sûre qu'elle prendrait chaque sou que mon mari avait laissé derrière lui. Mais dès qu'elle a mis les pieds chez moi, elle s'est figée. Ce matin-là, j'ai ouvert la porte et je me suis figé. Devant la porte, vêtue d'un tailleur bleu marine, avec une nouvelle couche de rouge à lèvres et un sac en cuir fermement serré sous un bras, se tenait Sylvie Moreau, la mère de mon défunt mari, ma belle-mère, et la femme qui s'était donnée pour mission de me rappeler à chaque occasion que je n'étais rien sans son fils. Elle n'a même pas attendu que je la salue. Nous allons voir l'avocat, a-t-elle dit en me dépassant pour entrer dans la maison comme si elle en était propriétaire. Je suis au courant pour la maison. Celle que mademoiselle Adèle vous a laissée. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Sa voix était aiguë, brusque et totalement dénuée de chaleur. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit butait sur ces mots. Comment le savait-elle? Je n'avais appris l'existence de l'héritage que la nuit précédente. Je n'en avais parlé à personne, pas même à Émilie. Je l'ai suivie lentement dans la cuisine, mon cœur battant avec une sorte d'appréhension qui me semblait vieille et familière. Sylvie inspectait déjà l'espace comme un général inspectant un champ de bataille. Vous achetez toujours ces provisions bon marché, a-t-elle marmonné en jetant un coup d'œil dans mon réfrigérateur, puis en le laissant claquer. Et regardez Émilie. Elle n'a que la peau sur les os. Vous lui donnez de la malbouffe. Savez-vous seulement ce dont elle a besoin? 7 ans de cela. 7 ans à la regarder défiler dans ma maison, à faire des commentaires, à saper chacun de mes choix. Et pourtant, je ne l'ai jamais arrêtée parce que je pensais qu'Émilie avait besoin d'une grand-mère, parce que je ne voulais pas créer plus d'absence après la mort de Matthew. C'était toujours ma raison. Mais dernièrement, cela avait commencé à ressembler à une excuse. Elle s'est assise à table, lissant les plis de sa jupe avec une grâce exercée. Bien, a-t-elle claqué. Allons-nous rester assises ici toute la journée ou allez-vous vous changer pour quelque chose d'approprié? Nous voyons l'avocat à 10 heures. J'avais déjà libéré mon emploi du temps, l'avocat, l'héritage, l'appartement dans le centre-ville de Bordeaux, le cottage sur l'île de Ré, et la somme d'argent que je ne pouvais même pas encore concevoir. C'était réel. Adèle Fournier m'avait tout laissé. Je me souvenais à peine d'elle. La tante éloignée de mon défunt mari, quelqu'un que je n'avais rencontré que quelques fois lors de réunions de famille poussiéreuses il y a des années. Mais sa lettre a tout changé. Je n'avais pas dormi après l'avoir lue. Je m'étais assise au bord de mon lit, serrant l'enveloppe, relisant ces mots jusqu'à ce qu'ils me brûlent la poitrine. Ne laissez personne prendre de décision pour vous, Laura. Même pas quand ils disent que c'est pour votre bien, surtout pas dans ce cas. Je n'étais pas sûr de ce que Adèle avait vu en moi, ni pourquoi elle m'avait choisi parmi une longue liste de parents éloignés. Mais pour la première fois depuis des années, quelqu'un croyait que j'étais capable. Et cette croyance terrifiait Sylvie. Elle a sorti un petit bloc-notes de son sac et l'a posé devant elle comme s'il s'agissait d'une arme. J'ai fait une liste de ce que nous devons demander à l'avocat. Valeur de la succession, impôts, options d'investissement. Nous parlerons à un conseiller financier après. Nous devons planifier cela correctement, Laura. Vous ne pouvez pas aborder cela comme un enfant qui joue avec de l'argent du Monopoly. J'ai cligné des yeux. Nous. Sylvie a haussé un sourcil. Eh bien, bien sûr. Vous n'avez jamais géré quelque chose comme cela auparavant. Et soyons honnêtes, vous n'avez pas le meilleur bilan en matière de responsabilité. Regardez simplement cet endroit. Vous êtes dépassé. C'est écrit sur votre visage. Quelque chose en moi s'est tendu. J'ai regardé autour de ma petite cuisine. La vaisselle propre séchant sur l'égouttoir. Le soleil matinal filtrant à travers les rideaux fins. Le bol de céréales vide qu'Émilie avait laissé dans l'évier avant l'école. C'était ma vie. Pas glamour, mais la mienne. Sylvie s'est penchée en avant. Vous n'êtes pas prête à gérer quelque chose comme ça seule. Je vais vous aider. Je m'en occuperai pour le bien d'Émilie. Pour le bien d'Émilie, toujours ces mots. Elle n'a pas remarqué la façon dont mes doigts se serraient en poing sous la table. Elle n'a pas vu la bataille prendre forme derrière mon silence. J'avais dit oui à son contrôle pendant 7 ans. Je l'avais laissé décider, organiser, arranger, approuver. Je m'étais dit que c'était plus facile, plus sûr. Mais maintenant, pour la première fois depuis si longtemps, je n'étais plus sûr de croire à cela.
Et j'avais une lettre sur ma table de chevet qui chuchotait, « Vous n'avez pas à vivre comme ça. » J'ai regardé Sylvie, ses yeux vifs et pleins d'attente, sa bouche prête à dicter mon prochain mouvement. Et j'ai réalisé que je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais une chose. Je n'allais pas la laisser me marcher dessus à nouveau. Pas cette fois. Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà vu le nom de l'avocat dans l'enveloppe. Je ne lui ai pas parlé de la façon dont mes mains tremblaient quand j'ai lu la lettre de mademoiselle Adèle. Je ne lui ai rien dit parce qu'en vérité, j'essayais encore de le comprendre moi-même. La nuit précédente, après qu'Émilie soit allée se coucher, j'ai reçu l'appel. Une voix calme et mesurée au bout du fil s'est présentée comme maître Thierry Lefebvre, un notaire du centre-ville de Bordeaux. Il a dit, « Mademoiselle Adèle Fournier vous a désigné comme unique bénéficiaire de son testament. » Juste comme ça, sans préambule, sans préparation. J'ai pensé que c'était une erreur. Adèle Fournier, une femme que je n'avais rencontrée que 3 fois dans ma vie. Une fois à la remise des diplômes de Mathieu à l'université, une fois à notre mariage, et une fois encore il y a des années quand elle nous a rendu visite à l'improviste et a apporté à Émilie un petit bracelet en argent qu'elle était trop jeune pour porter. Je ne l'avais plus vue ni entendue depuis. Je ne savais même pas qu'elle observait de loin. Je me souviens m'être assise à la table de la cuisine après l'appel. Toujours dans mes vêtements de travail, les lumières tamisées. J'ai juste fixé le mur. Les mots ne semblaient pas réels. Un appartement dans le quartier historique, un cottage en bord de mer, et ce qu'il appelait seulement une somme significative. Je n'ai pas demandé combien. Je ne pouvais pas. Cela me semblait mal de parler d'argent avec quelqu'un qui n'avait même pas eu la décence de mourir anonymement. Non, elle avait laissé une lettre manuscrite scellée dans une enveloppe crème avec mon nom dessus en cursive en boucle, à Laura avec amour d'Adèle. J'ai ouverte lentement, comme si elle pouvait disparaître si je bougeais trop vite. Chère Laura, si vous lisez ceci, je suis déjà parti. Ne soyez pas triste pour moi. J'ai eu une vie longue, étrange, belle. J'ai choisi de vous laisser ce que j'avais, non par pitié, mais parce que je vois en vous quelque chose que j'ai vu autrefois en moi-même. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Mais voici ce qui compte plus que l'argent ou la maison. Ne laissez personne décider pour vous, même s'ils disent qu'ils vous aiment, surtout pas dans ce cas-là. Vous avez le droit de vivre une vie qui vous appartient. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, puis j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Adèle Fournier, qui ne m'avait pas vu depuis plus de 10 ans, me connaissait étrangement mieux que la plupart des gens. Elle avait vu mon silence et l'avait reconnu non pas comme de la paix, mais comme une reddition. Pendant 7 ans après la mort de Mathieu, j'avais été silencieuse. Je me levais à 6h30 tous les matins, préparais de la bouillie, payais les factures, allais au travail, aidais Émilie avec ses devoirs, écoutais Sylvie quand elle venait avec ses critiques sans fin déguisées en sollicitude. Vous ne devriez pas acheter de lait de marque. La jupe d'Émilie est trop courte. Vous la gâtez avec ses chaussures de course. Au début, j'étais reconnaissante de l'aide. Elle gardait Émilie après l'école pendant que je travaillais. Elle apportait des plats en sauce. Elle a aidé pour les funérailles. Je pensais que nous construisions quelque chose qui ressemblait à une famille. Mais cela a changé si vite. Sa gentillesse s'est transformée en condition. Ses suggestions sont devenues des ordres. Et d'une certaine manière, j'ai arrêté de faire des choix sans regarder par-dessus mon épaule. Le pire, c'est que je n'ai même pas remarqué. Pas avant la lettre d'Adèle. Je me souviens m'être assise au bord de mon lit cette nuit-là, la maison silencieuse, seul le tic-tac de la vieille horloge murale me tenant compagnie. J'ai relu la lettre encore et encore, mes yeux suivant la même écriture bouclée comme si je cherchais une instruction cachée. Il n'y en avait aucune. Juste un message, silencieux mais puissant. C'est votre vie, Laura. Commencez à la vivre. Mais au matin, la réalité est revenue. Et la réalité, sous la forme de Sylvie Moreau, était maintenant assise dans ma cuisine avec sa liste de stratégies financières et un désir urgent de prendre le contrôle. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas demandé ce que je voulais. Elle a supposé, comme toujours, que sa façon était la seule. Je me suis tenu à l'évier et je l'ai regardé siroter son thé. Plus de sucre, a-t-elle marmonné, sans même demander. J'ai ajouté 2 cuillères à café et j'ai remué lentement. Mes doigts étaient stables, mais ma poitrine était serrée. Après avoir vu l'avocat, a-t-elle dit, nous passerons à la banque. Ensuite, nous devrons fixer un rendez-vous pour une évaluation.
L'appartement pourrait valoir plus que ce qu'ils ont indiqué. Je m'occuperai des appels. Vous pouvez vous concentrer sur le maintien de l'ordre ici. Je me suis retourné et je les regardais, vraiment regardé. Ses yeux étaient vifs, calculateurs. Mais derrière eux, il y avait autre chose. La peur. Pas de moi, mais de ce que cet héritage signifiait. Cela signifiait que je n'avais plus besoin d'elle. Et elle le savait. Elle a souri d'un air trop gentil. Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un comme moi pour vous guider à travers tout cela. Je n'ai pas souri en retour parce que pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais pas sûr de vouloir être guidé du tout. Le cabinet de l'avocat était un vieux bâtiment colonial niché entre des maisons de ville restaurées sur la rue de la Liberté. Il avait des volets blancs, du lierre grimpant d'un côté, et une plaque en laiton si polie qu'elle semblait neuve. Je me suis tenu sur le trottoir, les mains dans les poches de mon manteau, essayant de rassembler le courage d'entrer. À côté de moi, Sylvie ajustait son foulard d'un geste sec et exerçait du poignet. « Nous avons 5 minutes d'avance », a-t-elle dit. « C'est bien. Ça nous donne le temps de revoir les questions. » Elle a ouvert son bloc-notes et a commencé à lire à haute voix comme si je n'avais pas déjà entendu tout cela 5 fois. Premièrement, valeur totale. Deuxièmement, toute taxe en suspens. Troisièmement, délai de transfert estimé. Et quatrièmement, comment gérer cela de manière responsable? J'ai préparé un plan budgétaire. Vous me remercierez plus tard. Je n'ai pas répondu. Mon souffle s'est embué dans l'air froid. J'ai repensé à la lettre d'Adèle. Je ne l'avais pas apportée avec moi, mais je pouvais sentir son poids dans ma mémoire comme si elle s'était cousue dans la doublure de mon manteau. Nous avons été introduites dans un bureau chaleureux lambrissé par une jeune assistante avec des lunettes rouges et un presse-papier. Maître Thierry Lefebvre s'est levé à notre entrée. Il avait la soixantaine, élégant dans un costume 3 pièces, les cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, et des yeux qui passaient immédiatement de moi à Sylvie et inversement. « Madame Whittaker », a-t-il dit en me serrant la main. « Je suis heureux que vous ayez pu venir. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis sa belle-mère, a Sylvie inséré rapidement. Je suis là pour l'aider à naviguer dans tout cela. Elle n'a jamais rien géré de tel. » Maître Lefebvre lui a donné un signe de tête poli. Notez. Nous nous sommes assises. Il a ouvert un dossier épais, ajusté ses lunettes, et a commencé à parler d'une voix calme et posée. Mademoiselle Adèle Fournier a laissé un testament avec des stipulations très claires. Elle vous a désigné, Laura, comme son unique héritière légale. La succession comprend une maison de ville entièrement payée dans le quartier historique, une propriété en bord de mer sur l'île de Ré, et un portefeuille financier s'élevant actuellement à 3 millions d'euros. L'héritage a été préparé en pleine conformité avec la loi française. Tous les documents sont notariés et préapprouvés. Sylvie a inspiré brusquement. 3,2 Seigneur. Maître Lefebvre a continué. Adèle Fournier a également laissé autre chose. Une lettre personnelle spécifiquement pour vous, et pour vos yeux seulement. Il a sorti une petite enveloppe blanche du dossier et me l'a tendue à travers la table. Mon nom y était écrit de la main douce et bouclée d'Adèle. Sylvie s'est immédiatement penchée en avant. Qu'est-ce que ça dit? Maître Lefebvre a secoué doucement la tête. Je crains que ce ne soit une lettre privée. Mademoiselle Adèle l'a clairement stipulé. Les lèvres de Sylvie se sont pincées, mais elle n'a rien dit. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac sans l'ouvrir. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'elle dirait. Ensuite sont venus les formulaires, les clauses de non-responsabilité, les documents légaux, les signatures. L'ambiance est passée de solennelle à mécanique. J'ai signé là où on m'a dit. Maître Lefebvre a expliqué les délais, les impôts, la vérification de la succession, et cent autres choses que j'avais à peine entendues. Sylvie prenait des notes comme si elle préparait une réunion du conseil d'administration. De temps en temps, elle me donnait un léger coup de coude et chuchotait, « Assurez-vous de demander pour les charges, ou obtenez des précisions sur les gains en capital. » Mais je n'avais pas besoin de précision. J'avais besoin d'espace. Lorsque nous sommes ressortis, le soleil de l'après-midi avait réchauffé le trottoir. Je me sentais étourdi, comme si le monde avait légèrement penché sous mes pieds. Sylvie marchait à côté de moi, ses talons claquant comme des points de ponctuation. Nous devrons aller voir la maison de ville demain. Je veux vérifier la structure et nous appellerons un conseiller financier. Oh, et vous devrez changer le titre sur l'acte de propriété. J'appellerai mon ami au registre.
J'ai cessé de marcher. Sylvie, elle s'est tournée à moitié tout en sortant son téléphone. Oui. J'apprécie que vous vouliez aider, ai-je dit prudemment, choisissant chaque mot comme s'il pouvait exploser. Mais j'ai besoin de gérer cela moi-même. Elle a cligné des yeux. Gérer quoi? Laura, il ne s'agit pas d'acheter un canapé ou de gérer un budget de course. C'est de l'argent sérieux, des propriétés, des investissements. C'est pour l'avenir d'Émilie. Je sais, ai-je dit, c'est pourquoi je dois le faire correctement, pour elle et pour moi. Elle a penché la tête. Vous pensez que je ne sais pas ce qui est juste? Je pense, ai-je dit lentement, vous avez passé tellement de temps à décider ce qui était le mieux pour moi. Vous avez oublié de demander ce que je voulais réellement. Son visage est devenu rose. Excusez-moi. J'ai soutenu son regard. Je ne signe rien. Pas de procuration. Pas d'accès partagé. C'est à moi, Sylvie, et je vais le gérer seul. Elle a ri une fois, un rire sec et sans humour. Vous pensez être prête pour ça? Vous n'avez jamais pris de décision majeure de votre vie. Vous pensez que lire une petite lettre vous rend forte. Je n'ai pas bronché. Non. Mais survivre à 7 ans de silence, à mordre sur ma langue pendant que vous dirigiez ma vie, cela m'a rendue forte. Pendant un instant, la rue a été silencieuse, sauf pour le bruissement du vent à travers les palmiers. Puis elle l'a dit. Si vous continuez comme ça, je m'assurerai que les services sociaux en soient informés. Je leur dirai que vous êtes inapte, que vous négligez Émilie pour de l'argent. Je l'ai regardée et je n'ai même pas ressenti de colère, juste de la clarté. Alors vous feriez mieux d'être prête pour ce qui va suivre, Sylvie, ai-je dit calmement. Parce que vous venez de déclencher cette guerre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté couché dans mon lit, fixant le plafond, écoutant le faible bourdonnement du réfrigérateur à travers les murs, le craquement occasionnel de la maison qui se tassait. Dans la chambre voisine, Émilie respirait calmement, son sommeil épargné par la tempête qui se déchaînait hors de sa conscience. Je voulais protéger cette paix aussi longtemps que possible. J'ai rejoué la menace de Sylvie dans ma tête, mot pour mot. Je m'assurais que les services sociaux en soient informés. Les mots sonnaient comme quelque chose d'un mauvais drame, mais je la connaissais, je savais jusqu'où elle irait. Je l'avais vue manipuler des réunions de famille entières avec un sourcil levé et un soupir opportun. Je l'avais vue tordre le récit si habilement qu'à la fin, les gens s'excusaient auprès d'elle pour des choses qu'elle avait faites. Je savais qu'elle n'hésiterait pas à utiliser le même stratagème avec les autorités si cela signifiait regagner le contrôle. Mais cette fois, je ne resterai pas silencieuse. Le lendemain matin, je me suis levé avant le soleil. J'ai fait du café, me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai sorti le vieux cahier à spirale que Sylvie m'avait fourré dans les mains la veille. Celui rempli de plans, de graphiques financiers, de points clés et de phrases soulignées comme priorité d'utilisation de l'héritage, éducation, logement, gestion de fiducie. Ses initiales étaient partout, comme si elle avait déjà signé la propriété de ma vie. J'ai tourné à la première page. Puis lentement, méthodiquement, je l'ai arrachée, puis la suivante, et la suivante. Page après page, je les ai proprement arrachées de la reliure. Je les ai froissées en boules et je les ai jetées à la poubelle. Le cahier semblait plus léger dans mes mains. Après cela, plus vide, ou peut-être juste enfin à moi. J'ai saisi un stylo et j'ai tourné à une page blanche. En haut, j'ai écrit en lettres capitales. Mes plans, pas les siens, pas les nôtres, les miens. 1. Voir la maison de ville seule. 2. Rencontrer les voisins. Apprendre à qui Adèle faisait confiance. 3. Décider quoi faire du cottage de plage. 4. Parler à Émilie. Honnêtement, plus de protection excessive. 5. Trouver un avocat. J'ai fait une pause après le numéro 5. Je n'avais pas besoin d'écrire plus. Pour une fois, je n'avais pas besoin de remplir la page d'instruction. Ce qui importait, c'était que ce soit mes décisions, pas des réactions à la pression de quelqu'un d'autre. Plus tard ce matin-là, Émilie est entrée dans la cuisine en traînant les pieds, les cheveux emmêlés, les yeux encore pleins de sommeil. « Salut », a-t-elle murmuré en bâillant. « Mamie est revenue ?» J'ai souri doucement et je lui ai versé du thé. Non, mais elle pourrait. Elle s'est assise à table, remuant son thé tranquillement. Après un moment, elle a demandé « Maman, tu vas bien ?» J'ai croisé son regard. Elle n'avait que 15 ans,
Mais il y avait des moments où ses yeux me rappelaient quelqu'un de bien plus âgé. De moi-même, peut-être, ou de quelqu'un qui avait dû grandir trop vite. Je vais bien, ai-je dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais. À 10 heures, le téléphone a sonné. J'ai décroché à la deuxième sonnerie, me préparant. Bonjour, a dit la voix. Ici Elena Martin du département des services familiaux de Bordeaux. Nous avons reçu un signalement concernant votre foyer. Je voudrais fixer un rendez-vous pour parler. C'était ça. J'ai senti un étrange calme s'installer en moi, comme si quelque chose à l'intérieur avait déjà accepté ce moment il y a des heures. Je comprends, ai-je répondu. Quand voulez-vous nous rencontrer? Nous avons fixé une date. Dans 2 jours. J'ai fait une liste de documents à préparer. Bulletin de salaire, facture de service public, bulletin scolaire d'Émilie, son inscription à l'école. Je ne serai pas prise au dépourvu. Puis j'ai appelé la seule personne dont je n'étais pas sûr qu'elle répondrait. Cabinet Justice et Lefebvre. Une voix de femme a répondu. Bonjour, ici Laura Whittaker. J'ai vu maître Thierry Lefebvre hier concernant un héritage. J'ai besoin de parler à quelqu'un de la protection juridique pour moi et ma fille. Il y a eu une pause. Laissez-moi vous transférer. Après quelques sonneries, une nouvelle voix est apparue au bout du fil. Un homme calme et professionnel. Je suis maître Julien Leclerc. Comment puis-je vous aider, mademoiselle Whittaker? Et donc je lui ai tout raconté. L'héritage, les menaces, la manipulation, le dernier appel des services de l'enfance. Il a écouté en silence, ne posant que quelques questions de clarification. Puis il a dit, nous traitons ce genre de situation plus souvent que vous ne le pensez. Je prendrai votre dossier. Vous aurez besoin de documents, mais si votre histoire est exacte, et je pense qu'elle l'est, nous pouvons gérer cela. J'ai expiré pour ce qui semblait être la première fois de toute la matinée. Merci, ai-je chuchoté. Cette nuit-là, Émilie s'est assise à côté de moi sur le canapé, ses devoirs ouverts sur la table basse, mais intacts. Maman. Oui, ma chérie. Je t'ai entendu parler à quelqu'un. On a des ennuis. J'ai secoué la tête. Non, mais quelqu'un essaie de causer des ennuis, et je ne vais pas les laisser faire. Elle a été silencieuse un instant. Puis elle a demandé, c'est à cause de la maison. J'ai hoché la tête lentement. Elle s'est mordu la lèvre. Mamie n'est pas contente, hein? Non, ai-je dit doucement. Elle ne l'est pas. Mais cela ne signifie pas que nous devons la laisser faire les règles. Émilie m'a regardé longuement. On a le droit de dire non à la famille. J'ai souri même si quelque chose de vif se tordait dans ma poitrine. Oui, surtout quand la famille arrête d'agir comme une famille. Elle s'est penchée contre moi et a chuchoté, alors je suis contente que tu le fasses. Nous sommes restés assises ainsi en silence, la nuit appuyant doucement contre les fenêtres, et je savais que j'étais prête pour ce qui allait suivre. 2 jours plus tard, à exactement 14 heures, je suis entré au département des services familiaux de Bordeaux avec un dossier serré contre ma poitrine. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais préparés, bulletin de salaire, rapport de présence scolaire d'Émilie, son certificat de tableau d'honneur, une liste de ses activités parascolaires, danse, piano, groupe de leadership étudiant, preuve d'une vie présente normale et saine. Le bâtiment sentait le papier et l'air froid. La femme qui m'a accueilli avait la cinquantaine, les yeux fatigués et une voix sans fioriture. Madame Whittaker, je suis Elena Martin. Merci d'être venue. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans un bureau étroit qui semblait trop lumineux. Elle a ouvert un dossier, a feuilleté quelques pages et a dit, un rapport a été soumis par une madame Sylvie Moreau. Elle affirme que vous êtes devenu instable après avoir reçu un important héritage et que vous négligez votre fille en conséquence. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai calmement ouvert mon dossier et étalé les pages comme une armure. Je lui ai parlé de notre routine quotidienne, des progrès scolaires d'Émilie, de sa vie sociale, de nos dîners ensemble, de la stabilité de nos finances. Je lui ai dit que l'héritage avait été reçu il y a moins d'une semaine et qu'en dehors des formalités administratives, rien dans notre vie de tous les jours n'avait changé. Je lui ai dit la vérité et je lui ai parlé délicatement de Sylvie. Je n'ai pas dit qu'elle était manipulatrice. J'ai dit qu'elle était préoccupée. Je n'ai pas dit qu'elle était autoritaire. J'ai dit qu'elle avait du mal avec les limites. Mais j'ai clairement indiqué que cela ne concernait pas le bien-être de l'enfant. Il s'agissait de pouvoir.
Elena a écouté attentivement, prenant parfois des notes. Nous devrons effectuer une visite à domicile, a-t-elle finalement dit. Parlez avec votre fille, éventuellement quelques voisins. J'ai hoché la tête. C'est bien. Elle a offert un petit sourire. Vous semblez préparée, Madame Whittaker. J'ai eu le temps. Ce soir-là, de retour à la maison, Émilie était recroquevillée sur le canapé, ses livres d'école éparpillés devant elle. Comment c'était? Ça s'est bien passé, ai-je dit. Ils vont venir te parler. Sois juste honnête. D'accord. D'accord, a-t-elle hoché la tête. Je le ferai. Elle a hésité avant d'ajouter, et s'il la croit. J'ai fait une pause. Puis je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. Alors nous leur montrerons la vérité ensemble. Le lendemain matin, la deuxième attaque est arrivée. Je buvais mon café quand le téléphone fixe a sonné. L'une des rares fois où quelqu'un l'utilisait encore. Bonjour. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des années a répondu. Ici Christine Moreau, a-t-elle dit d'une voix plate. La fille de Sylvie, ma belle-sœur. Elle vivait à Columbia et n'était pas venue depuis plus de 3 ans. J'ai parlé à mère, a-t-elle dit. Elle m'a tout raconté. Je ne peux pas croire ce que vous faites. J'ai cligné des yeux. Que suis-je en train de faire exactement, Christine? La mettre à l'écart, refuser de la laisser aider. Prendre cet héritage comme si cela vous rendait meilleur que la famille qui vous a soutenu. J'ai ri doucement, pas par humour. M'a soutenu? Sylvie me contrôlait. Il y a une différence. Elle a reniflé. C'est culotté de votre part, Laura. Vous vous en sortiez à peine. Maintenant vous pensez que vous êtes trop bien pour l'aide. Je n'ai pas besoin qu'elle gère ma vie, ai-je dit calmement. Cela ne me rend pas ingrate. Cela me rend adulte. Elle a ricané. Eh bien, sachez juste que vous êtes en train de briser cette famille. Je pense qu'elle était brisée bien avant que je dise non, ai-je répondu et j'ai raccroché. Le lendemain, Sylvie a de nouveau intensifié la situation. Je suis rentré du travail pour trouver Émilie assise rigidement à table. Ses joues étaient rouges, sa bouche serrée. Mamie est passée, a-t-elle dit. J'ai figé. Quoi? Elle a amené quelqu'un. Un homme. Elle a dit que c'était son ami de l'église, mais je pense que c'était un avocat. Ils ont parlé du testament. Elle a essayé de me poser des questions sur toi. Si tu semblais différente, si tu avais dit quelque chose d'étrange. Je n'ai rien dit, maman, je te promets. J'ai laissé tomber mon sac et je l'ai serré dans mes bras. C'est bon, ma puce. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je n'ai pas pleuré devant elle. Mais je l'ai fait plus tard dans la salle de bain, la porte verrouillée. Pas parce que j'avais peur. Plus maintenant. Mais parce que j'étais fatigué. Fatigué de la manipulation. Fatigué des menaces. Fatigué de la façon dont Sylvie traitait l'amour comme une laisse. Le lendemain matin, j'ai rencontré maître Julien Leclerc, mon avocat, à son cabinet. Elle s'oriente vers une contestation du testament, lui ai-je dit. Elle sème le doute, parle de l'état d'esprit d'Adèle, dit qu'elle était âgée et ne pensait pas clairement. Il a hoché la tête. Angle typique. Si nous pouvons confirmer que Adèle Fournier était saine d'esprit au moment de la rédaction du testament, et que vous n'avez exercé aucune influence indue, elle n'a aucune chance. J'ai sa lettre manuscrite, ai-je dit. Et peut-être plus. Il y avait des voisins, des gens à qui Adèle faisait confiance. Elle n'était pas isolée. Bien, a dit Yann. Nous aurons besoin de déclarations et de dossiers médicaux si nous pouvons les obtenir. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de ville. Je ne l'avais pas encore vue. Pas à la lumière du jour. Pas depuis que j'en suis devenu la propriétaire légale. Elle se trouvait au coin d'une rue tranquille dans le sud de Bordeaux, avec des volets bleu pâle et un portail en fer forgé. Il y avait du lierre grimpant sur les briques et une boîte aux lettres avec le nom de famille d'Adèle encore gravé dans le laiton. Je suis entré et quelque chose a changé en moi. Les hauts plafonds, les parquets chauds et usés, les vieux livres sur les étagères et les photographies encadrées sur la cheminée. Cela ne ressemblait pas à la maison d'une inconnue. On aurait dit que quelqu'un m'attendait. J'ai traversé la cuisine pour aller dans le salon, puis je suis monté dans une petite chambre ensoleillée où une note avait été scotchée au miroir de la coiffeuse.
de l'écriture d'Adèle, fais-toi confiance, Laura. Tu es plus capable qu'ils ne t'ont jamais laissé croire. J'ai souri. Puis je me suis assise au bord du lit et j'ai chuchoté, je suis prête. La semaine suivante s'est estompée dans un flou de rendez-vous et de paperasse. J'ai rencontré des voisins, rassemblé des lettres, vérifié chaque tiroir dans la maison d'Adèle. Pas à pas, j'ai construit mon dossier. La visite à domicile a eu lieu en milieu de semaine. Calme, efficace, clinique. Madame Elena Martin est arrivée un mercredi après-midi avec un presse-papier et des chaussures silencieuses. Elle a parlé avec Émilie dans le salon pendant que je faisais du thé dans la cuisine, faisant semblant de ne pas écouter, bien que chaque mot atterrisse comme une pierre dans ma poitrine. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle m'a regardé dans les yeux. Elle est réfléchie, stable. Je ne vois rien d'inquiétant ici, Madame Whittaker. J'ai lâché un souffle que je ne réalisais pas retenir. Cependant, a-t-elle ajouté en ajustant son manteau. Votre belle-mère a été persistante. Elle a déposé un addendum. Elle a affirmé que vous isoliez Émilie, que vous n'impliquiez pas la famille, possiblement par ressentiment pour la mort de votre mari. Je me suis raidi. Ce n'est pas vrai. Elle m'a donné un regard mesuré. Je vous crois, mais d'autres peut-être pas. Vous devez être prête si cela dégénère. C'était déjà le cas. Plus tard cette nuit-là, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte d'entrée. Elle n'était pas dans une enveloppe, juste du papier plié, froissé et au bord tranchant. Je l'ai déplié lentement. L'écriture était indubitable, serrée, penchée, contrôlée. Vous faites du mal à Émilie en nous excluant. Vous pensez peut-être la protéger, mais vous détruisez ce qui reste de sa famille. Vous le regretterez. Je vous le promets. Pas de nom, mais elle n'avait pas besoin de le signer. Je n'ai pas dormi à nouveau. Je me suis assise sur le balcon longtemps après minuit, regardant la brise soulever la mousse espagnole des arbres de l'autre côté de la rue. J'ai pensé à Matthew, à la façon dont il s'asseyait en silence à côté de moi, pensant le monde dans l'immobilité. Sa tranquillité constante me manquait, mais plus que cela, l'illusion que sa mère ne pouvait pas encore atteindre à travers les murs me manquait. Le vendredi, mon avocat avait recueilli des déclarations signées de deux des plus proches voisines d'Adèle, des femmes d'une soixantaine d'années qui confirmaient la clarté d'esprit et la féroce indépendance d'Adèle. Elle détestait les ingérences. L'une d'elles a écrit, surtout de la part de gens qui pensaient que l'argent leur donnait la permission de contrôler les autres. Le timing n'aurait pas pu être meilleur car le samedi matin, j'ai reçu l'acte de procédure. Un homme en coupe-vent a frappé à ma porte à 9h13. J'ai ouvert avec Émilie debout derrière moi en chaussettes, tenant un bol de céréales. Laura Whittaker, a demandé l'homme. Oui. Vous avez été nommé dans une requête en contestation de la succession Fournier. Voici vos documents. Il a remis une enveloppe manie et est reparti sans un mot de plus. Émilie m'a regardé. Maman. J'ai fermé la porte, les verrouillé. Puis j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 14 pages d'intention légale. Sylvie contestait officiellement le testament d'Adèle. Sa revendication, qu'Adèle avait été contrainte par moi, que j'avais profité d'une vieille femme solitaire, manipulée pour déshériter des parents de sang, et qu'en tant que matriarche de la famille Whittaker, elle avait un droit légitime sur la succession pour la protection et l'unité de la lignée familiale. Unité. Elle utilisait ce mot comme s'il signifiait contrôle. J'ai appelé Yann. Il était calme, même amusé. C'est du désespoir, Laura. Base faible. Ces affirmations sont émotionnelles, pas légales. Et nous avons maintenant 3 déclarations signées de personnes qui interagissaient régulièrement avec Adèle. Elles disent toutes la même chose. Elle était lucide, indépendante, et elle vous adorait. Je me suis assise à ma table de cuisine en fixant la lettre. Et s'il ne se soucie pas de la vérité? Et si cela ne concernait que celui qui crie le plus fort? Ce ne sera pas le cas, a-t-il dit. Pas avec ce genre de dossier. Nous la combattrons sur papier, avec des faits, avec sa propre histoire d'ingérence. Vous seriez surprise du genre de schéma que quelqu'un laisse derrière lui quand il a joué à ce jeu trop longtemps. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de l'école privée à laquelle Émilie avait postulé le mois précédent. Il lui offrait une bourse partielle basée sur son dossier scolaire et ses activités parascolaires. Ce n'était pas le montant total, mais avec l'héritage, je pouvais facilement couvrir la différence. Je voulais le dire à quelqu'un. Je voulais appeler Matthew ou même Adèle,
mais tout ce que je pouvais faire était de sourire à Émilie en lui donnant la nouvelle. Elle m'a serré dans ses bras. On part d'ici, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui. Ce soir-là, je suis retourné à la maison de ville. J'ai marché de pièce en pièce à nouveau, cette fois, plus lentement, avec intention. J'ai ouvert les tiroirs du vieux secrétaire d'Adèle, cherchant tout ce qu'elle aurait pu laisser derrière elle, notes, photographies, preuves de son état d'esprit. Ce que j'ai trouvé était mieux. Dans le tiroir du bas, caché entre du papier à lettres décolorées et un registre jauni, il y avait un dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres écrites à Adèle par Sylvie, et elles n'étaient pas gentilles. L'une en particulier se démarquait. Datée de 2 ans avant la mort d'Adèle, elle disait « Vous n'avez aucune idée de comment est vraiment Laura. Elle vous utilisera si vous la laissez faire. Elle a toujours été égoïste. Elle le cache derrière cette voix douce et cette posture fragile. Mais croyez-moi, elle n'est pas celle que vous pensez qu'elle est. » Adèle avait souligné cette dernière phrase et écrit à côté à l'encre ferme. Peut-être suis-je la seule qui la voit vraiment. J'ai refermé le dossier avec des mains tremblantes. Ceci, c'était tout. Preuve que Sylvie avait essayé de me salir bien avant l'héritage, et que Adèle n'avait pas été dupée. Pas une seconde. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose de chaud se former dans ma poitrine. Pas la peur, pas la colère. La résolution. Ce matin-là, je suis resté longtemps devant le miroir. Pas pour vérifier mes cheveux, mais pour me rappeler que j'avais ma place dans cette salle d'audience. Non pas parce que j'avais hérité de quelque chose, mais parce que j'avais survécu à tout. L'audience était fixée à 9 heures au tribunal des successions du comté de Bordeaux. Un bâtiment en grès avec du lierre rampant sur son côté nord et le poids de sang en pesant lourd dans ses couloirs. Je suis arrivé tôt, vêtu de bleu marine, les cheveux attachés, le visage nu. Je ne voulais pas avoir l'air puissante. Je voulais avoir l'air clair, stable, inébranlable. Sylvie est arrivée 15 minutes en retard. Elle portait une broche en perles et un visage qui semblait sculpté dans l'os, tendu, pâle, fragile. Christine la flanquait comme une assistante politique, portant un dossier si épais qu'il lui faisait plier le bras. Elles ne m'ont pas regardé en passant. Émilie est restée à la maison comme nous l'avions convenu. Aucun enfant ne devrait avoir à subir une matinée où l'amour est transformé en arme devant des étrangers. Yann m'a rencontré juste devant la salle d'audience. Il a fait un petit signe de tête et a dit « Nous sommes prêts ». Vous connaissez la juge. Sévère mais juste. Tenez-vous-en à la vérité. Laissez-les creuser leur propre tombe. À l'intérieur, tout était silencieux, sauf le bruissement des papiers et le murmure de la formalité. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux yeux vifs et à la voix brève, a lu les déclarations d'ouverture. L'avocat de Sylvie, un homme nommé maître Philippe Thomas, s'est levé le premier. Il a brossé un portrait de préoccupation. Ma cliente souhaite seulement s'assurer que le testament de mademoiselle Adèle Fournier n'a pas été influencé par le chagrin, la manipulation ou la dépendance émotionnelle. Nous soutenons que madame Laura Whittaker, récemment veuve, pourrait avoir cultivé une relation déséquilibrée avec la défunte afin d'obtenir un contrôle financier. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Yann s'est levé ensuite. Calme, posé, sans théâtralité. Nous démontrerons que non seulement mademoiselle Adèle était entièrement saine d'esprit lorsqu'elle a révisé son testament, mais que la demanderesse, madame Sylvie Moreau, a un historique documenté de tentatives de contrôle et d'intimidation à la fois de la défunte et de la principale bénéficiaire. Nous avons des déclarations signées, des rapports médicaux, et de la correspondance personnelle qui appuient cela. Puis cela a commencé. Ils m'ont interrogé pendant plus d'1 heure sur ma relation avec Adèle, quand elle a commencé, à quelle fréquence je lui rendais visite, pourquoi j'étais nommé dans son testament et personne d'autre dans la famille. J'ai répondu véridiquement, sans fioriture, juste la forme de ce qui s'est passé. Elle nous invitait tous les jeudis, ai-je dit. Elle a appris à Émilie à jouer aux dames. Elle racontait des histoires sur l'histoire de Bordeaux, les femmes Fournier, comment chaque génération transmettait quelque chose sauf la dernière. Elle a dit qu'elle était fatiguée que l'héritage soit mesuré en euros, qu'elle voulait que sa maison soit un espace de guérison. Clay a ricané. Ça sonne poétique. J'ai haussé les épaules. Adèle l'était. Quand ce fut le tour de Sylvie. Elle s'est tenue comme une statue, sa voix polie et théâtrale. Adèle était solitaire. Elle disait qu'elle était vulnérable. Et Laura, eh bien, je ne veux pas dire du mal, mais elle sait comment paraître petite.
C'est une performance. Elle a convaincu Adèle qu'elle était la seule à se soucier alors qu'en réalité elle voulait juste le contrôle. La juge a haussé un sourcil. Avez-vous des preuves de coercition? Sylvie a hésité. Non, mais je la connais. Je la connais depuis 15 ans. Yann s'est levé. Votre honneur, nous aimerions soumettre une série de lettres écrites par Madame Moreau et par Mademoiselle Adèle elle-même, détaillant la nature de leur relation, ainsi qu'un ensemble séparé de lettres écrites par Madame Sylvie Moreau à la défunte, tentant de discréditer Laura bien avant la révision du testament. Il a remis le dossier, celui avec l'écriture penchée, celui avec la note d'Adèle soulignée à l'encre. Peut-être suis-je la seule qui la voit vraiment. La juge a lu en silence. Puis elle a levé les yeux et a demandé, Madame Whittaker, avez-vous jamais demandé à être incluse dans le testament? Non, ai-je dit. Saviez-vous que vous étiez nommé bénéficiaire? J'ai fait une pause. Pas avant sa mort. Vous attendiez-vous à hériter de quelque chose? Non, ai-je dit à nouveau. Adèle nous donnait son temps, ses histoires, sa gentillesse. C'était plus que suffisant. Elle a hoché la tête. Puis elle s'est tournée vers Sylvie. Vous êtes sa belle-fille. Oui. Et quand avez-vous rendu visite à Mademoiselle Adèle pour la dernière fois avant son décès? Les lèvres de Sylvie se sont entr'ouvertes, puis fermées. Cela faisait quelque temps. Nous avons eu un désaccord. La juge a haussé un sourcil. Je vois. Le silence s'est étendu à travers la salle d'audience. Au moment où la juge a ajourné, le ton dans la pièce avait changé. Je pouvais le sentir comme une fenêtre s'ouvrant après des semaines d'étouffement. Dehors, sur les marches du palais de justice, Sylvie s'est approchée de moi. Pour la première fois, elle ne semblait pas en colère. Elle semblait fatiguée. Sa voix était calme. Vous avez fait une terrible erreur, Laura. J'ai penché la tête. Non, je pense que j'ai enfin arrêté d'en faire. Ses yeux se sont rétrécis. Vous avez monté Émilie contre moi. J'ai souri. Non, vous avez fait cela toute seule. Elle a cligné des yeux et un instant j'ai cru qu'elle allait me gifler, mais au lieu de cela, elle s'est retournée et a descendu les marches, ses talons claquant contre la pierre, résonnant comme une retraite. De retour à la maison, j'ai tout raconté à Émilie. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, 2 tasses de chocolat chaud entre nous. Elle a écouté calmement, hochant la tête, posant quelques questions. Puis elle a dit, on garde toujours la maison. J'ai ri doucement. Oui. Et mamie? J'ai hésité. Nous allons établir des limites. Des limites fermes. Elle s'est penchée en arrière, les bras croisés. Bien. J'aime la partie où on dit non. Je l'ai regardée, ma fille, plus brillante que n'importe quel héritage, et j'ai su que nous avions gagné plus qu'un procès. Nous avions gagné la liberté. 2 mois plus tard, nous avons emménagé dans la maison de ville sur la rue Saint-Pierre. Le juge des successions a statué en notre faveur en moins d'une semaine après l'audience, citant des preuves accablantes de l'intention et de la clarté du testament d'Adèle Fournier. Sylvie n'a jamais fait appel. Peut-être savait-elle qu'elle avait déjà perdu plus qu'un procès. Elle a perdu l'illusion de contrôle, et peut-être finalement l'image qu'elle avait d'elle-même comme la matriarche incontestée. La première nuit dans la nouvelle maison a été calme, presque trop calme. Émilie a erré de pièce en chaussettes, s'émerveillant des vieux planchers grinçants et des carreaux peints à la main dans la salle de bain. Dans la cuisine, elle a ouvert un tiroir et en a sorti un ensemble de cuillères en argent terni, les tenant comme des pièces de musée. « Tu penses qu'Adèle utilisait ça tous les jours ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Probablement. Ce n'était pas le genre de femme qui gardait les choses pour plus tard. Cela m'est resté. J'ai aussi commencé à utiliser les couverts en argent. Et la bonne vaisselle. J'ai allumé des bougies dans la salle à manger, même quand nous n'étions que nous deux. J'ai arrêté de garder ma vie pour plus tard. J'ai quitté mon ancien travail 2 semaines après le déménagement. Discrètement, avec grâce. Pas de discours, pas de fête. Je travaillais au bureau des permis de la ville depuis 9 ans, et bien que cela paie les factures, cela m'avait lentement asséché. J'ai utilisé une petite partie de l'héritage pour ouvrir quelque chose dont je n'avais jamais osé rêver auparavant. Un studio, pas un studio de yoga, pas un studio de poterie, juste un endroit pour écrire, pour photographier, pour des projets que je n'avais pas encore nommés. Une pièce avec des fenêtres du sol au plafond et trop de plantes. Un espace qui donnait l'impression de respirer.
Les gens demandaient, bien sûr, les voisins, les anciens collègues, les parents de la nouvelle école d'Émilie. Vous vivez vraiment dans cet endroit des Fourniers maintenant? Oui. Elle vous a vraiment tout laissé? Oui. Et puis la question venait toujours sous une forme ou une autre. Pourquoi vous? Et je faisais toujours une pause parce que la vérité n'était pas facile à mettre en une seule phrase. Adèle m'a laissé la maison parce que j'écoutais. Parce que je restais. Parce que quand le reste du monde voyait une vieille femme avec des rideaux poussiéreux et une famille étrange, je voyais quelqu'un qui refusait d'être invisible. Elle ne m'a pas juste laissé une maison. Elle m'a laissé la permission d'arrêter de m'excuser, d'arrêter de me rétrécir, d'arrêter d'attendre que quelqu'un me donne de l'espace. Émilie s'épanouissait dans sa nouvelle école. Elle s'est fait des amis, a rejoint le club de théâtre, a obtenu un petit rôle de Luciole dans Le Songe d'une nuit d'été. J'ai pleuré en la regardant voltiger sur scène dans un costume fait maison scintillant, les bras écartés comme des ailes. Après le spectacle, Sylvie attendait près de la sortie. Je ne l'avais pas vue depuis la décision du tribunal. Elle se tenait près du mur de briques, vêtue de noir, non pas par deuil, mais par performance. Je voulais juste la voir, a-t-elle dit. Ce n'est pas un crime, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Non, mais nous surprendre comme ça, ce n'est pas la bonne façon. Elle semblait fatiguée, plus âgée qu'elle ne l'était 2 mois plus tôt. Ses mains serraient un petit sac cadeau avec du papier de soie dépassant de façon désordonnée. Je lui ai apporté quelque chose. Je l'ai pris doucement. Je le lui donnerai. Elle a hésité. Je ne suis pas la méchante que vous croyez. Non, ai-je dit, vous êtes la femme qui a laissé la peur prendre le visage de l'amour. Elle a cligné des yeux. Je n'ai pas bronché. Puis je me suis retourné et je suis parti, le sac cadeau bruissant doucement dans ma main. De retour à la maison, Émilie l'a ouvert et a trouvé un bracelet à breloques avec une seule lettre et une note qui disait « Pour tous les anniversaires que j'ai manqués. Amour, mamie. » Elle m'a regardé. Je n'ai pas dit de pardonner. Je n'ai pas dit de haïr. J'ai juste dit « C'est ton choix. » Elle a mis le bracelet dans un tiroir. Peut-être plus tard, a-t-elle dit. Et c'était suffisant. Le printemps est arrivé tôt à Bordeaux cette année-là. Les azalées ont fleuri le long de la clôture. L'air sentait les agrumes et le soleil. Émilie a planté des herbes sur le rebord de la fenêtre et leur a donné des noms comme reine basilic et sereau. Elle riait plus, dormait mieux. Moi aussi. Un après-midi, alors que nous sirotions de la limonade sur la balancelle du porche, elle m'a regardé et a demandé « Tu penses que papa aurait aimé cette maison ?» J'ai fermé les yeux une seconde. Puis je les ai rouverts sur le doux balancement des branches de magnolia au-dessus. Je pense qu'il aurait adoré nous y voir, ai-je dit. En sécurité, libre. Elle a hoché la tête et a appuyé sa tête contre mon épaule. Et juste comme ça, la maison n'était plus hantée. C'était la maison. Parfois, les gens qui essaient le plus fort de nous contrôler sont ceux qui ont peur de perdre leur version de qui nous étions auparavant. Mais la croissance exige de l'espace. La guérison exige du silence. Et la vraie liberté commence au moment où nous arrêtons de demander la permission d'être nous-mêmes. Laura n'a pas gagné parce qu'elle s'est battue plus fort. Elle a gagné parce qu'elle a cessé de se rétrécir. Parce qu'elle a choisi de protéger la paix plutôt que l'héritage et la vérité plutôt que la tradition. Alors si vous vous êtes déjà sentie petite pour avoir choisi votre propre chemin, rappelez-vous ceci. Vous ne devez votre silence à personne juste parce qu'il partage votre sang. Vous avez le droit de choisir votre voie. Vous avez le droit d'écrire votre fin. Et parfois, dire non, c'est la chose la plus aimante que vous ferez jamais.